Merci beaucoup, cher ami. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité à participer à ce 21e congrès. Donc, pour ma part, je vais parler de la santé mentale de l'adolescent. Bien sûr, comme j'ai que 20 minutes, donc ça va être un petit peu très synthétique. Donc, comme vous le savez, les troubles mentaux sont très fréquents. Donc, selon les derniers chiffres de l'OMS, un adolescent sur 7 présente un trouble mental et 50% des troubles mentaux commencent avant l'âge de 14 ans. Donc, ce qui fait que la moitié des troubles commencent très tôt. 75% des troubles commencent avant l'âge de 24 ans. Donc, ce qui fait que la plupart de la pathologie psychiatrique, ça commence très tôt. Et un autre problème, c'est que, ça c'est les chiffres des pays occidentaux, la plupart des patients sont pris en charge 10 ans après le début de leurs troubles. Donc il y a un retard très important dans le diagnostic, dans le repérage de ces troubles, alors que comme vous le savez, les troubles mentaux, ils peuvent avoir un impact très important. Ils peuvent freiner la trajectoire d'une personne, un adolescent par exemple qui présente un trouble mental genre dépression ou un trouble anxieux sévère, ça peut finir par l'abandon de la scolarité, ça peut entraîner beaucoup d'impact aussi bien sur lui que sur son entourage. Ça peut entraîner des complications comme les conduites addictives, et dans ce cas-là, ça peut être comme une sorte d'automédication. Et donc, ce qui fait que le repérage précoce de ces troubles et leur prise en charge, c'est quelque chose de très important. Donc, il y a les troubles mentaux qui sont fréquents, de différents degrés. Bien sûr, il y a des troubles qui sont plus graves que d'autres. Ceci dit, sur le plan international, le suicide chez les adolescents, c'est la troisième cause de mortalité après les accidents de la voie publique, les violences. Donc on trouve les suicides. Donc dans certains pays, c'est la deuxième cause. Dans d'autres, c'est la troisième cause. Donc en moyenne, c'est entre la deuxième et la troisième cause de mortalité chez les adolescents. Donc l'adolescence, c'est une période critique, c'est une période très sensible parce que on va rencontrer les troubles qui commencent habituellement au cours de l'enfance et qui vont durer, comme par exemple le trouble déficit de l'attention, hyperactivité. Donc il y a un trouble qui commence très tôt et qui va persister avec son impact important. Donc il y a des troubles qui vont débuter à l'enfance et qu'on va retrouver chez les adolescents. Et il y a des troubles qui vont démarrer à l'adolescence. Donc, ce qui fait qu'au cours de cette période de la vie, on va trouver aussi bien les troubles de l'enfant qui vont persister, et on va trouver également les troubles de l'adulte qui d'habitude se voient chez les adultes, mais pour la plupart qui vont commencer à l'adolescence. Donc, c'est une période très sensible, très fragile. Et donc c'est important de saisir donc cette occasion et de prendre en charge les choses le plus tôt possible pour éviter que ça ne se complique. Donc la demande elle est de plus en plus importante donc pour la santé mentale chez les adolescents. Et comme vous le savez, dans notre contexte et dans beaucoup de pays, il y a une pénurie de pédopsychiatres. Et les pédiatres sont les professionnels de première ligne, donc c'est eux qui sont en contact avec les adolescents. Donc c'est eux qui les voient en premier, c'est eux qui les suivent sur plusieurs années, peut-être depuis leur enfance. Donc c'est eux qui connaissent bien les enfants et les adolescents. Donc normalement, ils jouent un rôle très important dans tout ce qui est somatique, mais aussi dans la santé mentale des adolescents. Donc, ils jouent un rôle de prévention, un rôle de dépistage, donc pour repérer les problèmes, pour les prendre en charge et parfois pour les orienter pour des avis spécialisés.
Donc pourquoi est-ce qu'au cours de l'adolescence, il y a beaucoup de problèmes sur le plan de la santé mentale? Donc il y a différents facteurs. Il y a bien sûr le modèle de la vulnérabilité, la prédisposition, avec des facteurs de l'environnement qui vont se surajouter et qui vont faire que certains adolescents vont décompenser. Donc c'est la somme de la vulnérabilité biologique, génétique, une prédisposition avec des facteurs de l'environnement qui vont faire que cet adolescent va décompenser. Donc au cours de l'adolescence, il y a un développement très rapide au niveau du système nerveux, au niveau du cerveau. Il y a des remaniements et on a un petit peu des évolutions qui ne se font pas avec la même vitesse. Il y a le système limbique qui est responsable des émotions, qui va progresser plus rapidement, et le cortex préfrontal qui joue le rôle du chef d'orchestre, qui joue le rôle du frein. Donc c'est là où il y a le raisonnement, la prise de décision. Le cortex préfrontal va prendre plus de temps pour arriver à maturation. Donc généralement, il arrive à maturation à l'âge de 24 ans. Donc sur les imageries qu'on va faire, les études qui ont été faites pour voir un petit peu le développement du cerveau. Donc c'est vers l'âge de 24 ans que le cortex préfrontal va atteindre sa maturité, alors que le système limbique, donc, qui est responsable des émotions, il va progresser plus rapidement et vers l'âge de 15 ans, il arrive à maturité. Donc il y a un décalage et ça explique un peu pourquoi au cours de cette période, donc au cours de l'adolescence, il y a beaucoup de problèmes émotionnels, il y a beaucoup de passages à l'acte, des crises de colère et ainsi de suite. Donc, entre autres, on l'explique par ces vitesses qui sont différentes dans la progression et l'évolution du cerveau. Donc, ce qui fait que c'est comme si au niveau de l'accélérateur, il est renforcé, alors que le frein n'est pas encore performant. Et donc, ce qui fait que ça peut entraîner des déséquilibres et des problèmes. Il y a bien sûr les facteurs de l'environnement qui sont très importants, qui jouent un rôle important. Il y a la pression de l'école, la performance. Et c'est pour cela qu'on voit chez beaucoup d'adolescents, par exemple en période de vacances, ils sont très bien, ils n'ont pas de symptômes, mais en période scolaire ou en période d'examen, ils vont présenter différents problèmes, des problèmes alimentaires, des problèmes de sommeil, des problèmes affectifs, donc des problèmes d'anxiété, de dépression, des passages à l'acte et ainsi de suite. Donc la pression de l'école, elle joue un rôle qui est très important. Il y a aussi les pairs, les réseaux sociaux qui vont exercer une pression importante et donc le manque de sommeil, par exemple, par l'usage excessif des écrans. Donc il y a beaucoup d'adolescents qui sont en privation chronique de sommeil, les problèmes familiaux et ainsi de suite. Donc tous ces facteurs peuvent, chez certains adolescents qui ont déjà une prédisposition, une diathèse, peut faire décompenser ces adolescents. Et ces facteurs sont très nombreux. Donc en même temps, il y a une fragilité sur le plan biologique et en même temps, il y a beaucoup de facteurs de stress. Et donc ça peut expliquer pourquoi au cours de cette phase, il y a beaucoup de problèmes sur le plan santé mentale. Donc quelques chiffres concernant la prévalence des troubles les plus fréquents. Par exemple, pour les troubles anxieux, ça touche 15 à 20% des adolescents. Donc généralement, ça commence vers 8-12 ans et généralement, c'est des problèmes qui vont persister. C'est plus fréquent, c'est 2 fois plus fréquent chez les filles que chez les garçons. Pour le trouble dépressif caractérisé, c'est 8 à 12%. Ça commence généralement à 13-15 ans. Et là aussi, c'est 2 fois plus fréquent chez les filles que chez les garçons. Avant la puberté, on a les mêmes prévalences, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Mais après la puberté, ça devient plus fréquent chez les filles. Pour le TDAH, par contre, c'est plus fréquent chez les garçons
que chez les filles. Les troubles des conduites alimentaires, là aussi, c'est beaucoup plus fréquent chez les filles. C'est 10 fois plus fréquent chez les filles que chez les garçons. L'anorexie mentale, la boulimie et d'autres problèmes. Le trouble bipolaire, donc c'est moins fréquent que les troubles anxieux, mais ça reste quand même un trouble assez sévère qui peut avoir un impact très important sur le développement de l'adolescent et sur sa trajectoire. La schizophrénie, là aussi, donc ça peut commencer tôt. Donc chez les adolescents, on a entre 0,5 et 1%, et c'est plus fréquent à cet âge chez les garçons, parce que la schizophrénie, ça commence plus tôt chez les garçons, et chez les filles, ça commence après 20 ans. Donc chez les garçons, généralement, c'est avant 20 ans, et donc c'est pour cela que chez les adolescents, on a surtout des garçons, mais à la fin, on a autant de garçons que de filles qui ont une schizophrénie. Les conduites suicidaires, on a 5 à 10% des adolescents qui font des tentatives de suicide, et les tentatives de suicide sont plus fréquentes chez les filles, mais les suicides réussis, entre guillemets, c'est plus fréquent chez les garçons. Donc les filles, elles font plus de tentatives de suicide, et les garçons, ils font plus de suicides réussis, parce que généralement, les garçons, ils vont utiliser des moyens qui sont plus agressifs, et donc avec une létalité qui est importante. Donc les symptômes les plus fréquents, ils ressemblent un peu à des manifestations qu'on peut voir chez des adolescents qui n'ont pas vraiment de troubles mentaux, par exemple l'irritabilité, des petits problèmes de sommeil, d'appétit. Donc ça, c'est des manifestations qui sont très fréquentes qu'on va rencontrer chez les adolescents. Et toujours la question qui se pose, est-ce que c'est juste l'adolescence, ou bien est-ce que c'est un problème sérieux, un trouble mental qui est là, ou bien qui est en train de démarrer. Donc c'est toujours la question qu'on se pose, surtout au début, lorsque on a les premières manifestations. Par exemple, lorsqu'on a un repli ponctué, il y a beaucoup d'adolescents qui vont se retirer, qui ne vont plus passer autant de temps avec leurs parents, qui vont passer la plupart de leur temps dans leur chambre, par exemple. Donc il va y avoir des changements de comportement, mais ça peut être considéré comme normal à cet âge. Donc les adolescents, c'est des enfants qui sont en train de grandir et qui ont besoin d'indépendance. Mais lorsque cet isolement il est très important, et ce qui fait qu'au final, l'adolescent va s'isoler de tout le monde, de sa famille, de ses amis, et ainsi de suite, là, ça devient quelque chose de suspect. Donc, les manifestations qu'on peut observer chez des adolescents qui n'ont pas de problème psychiatrique et les adolescents qui ont des problèmes psychiatriques, ça peut se ressembler, mais ce qui permet de faire la différence, c'est un petit peu la sévérité. Donc c'est la durée. Est-ce que ces troubles durent dans le temps, ou bien c'est quelque chose qui est passager? Est-ce que c'est quelque chose qui est envahissant? Ça envahit toute la vie de l'adolescent. Ça touche toutes les sphères, donc ça a un impact sur la scolarité, sur les relations familiales, sur les relations avec les amis, et ainsi de suite. Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui reste limité? Est-ce qu'il y a une détresse importante? Est-ce qu'il y a un dysfonctionnement, un impact important? Par exemple, un abandon de la scolarité ou un fléchissement scolaire qui est important. Donc tout ça, c'est des signes de gravité, c'est des signes que c'est sérieux et que ça mérite une exploration. Donc généralement, les symptômes sont très fréquents qu'on peut observer à l'adolescence. Donc on va dire les petits adolescents, il y a des symptômes comme des comportements agressifs, l'absentéisme, la rébellion, des plaintes somatiques persistantes. Donc ça, des symptômes qui sont assez fréquents. Et là, on a un petit peu les troubles qui sont les plus fréquents, les plus fréquemment diagnostiqués à cet âge. Donc, comme vous le savez, la liste des troubles mentaux, elle est très très longue, mais généralement, la plupart des adolescents à cet âge, donc c'est des diagnostics qui tournent autour de cette liste restrictive. Pour les adolescents plus âgés, donc les grands adolescents, donc là aussi, il y a des symptômes
qui sont un petit peu différents. Il y a les problèmes liés à l'usage de substances, les problèmes d'anxiété, les problèmes d'appétit et ainsi de suite. Et pour les troubles, donc c'est globalement tous les troubles qu'on peut observer chez les adultes, on peut les observer chez les grands adolescents, à part les maladies neurodégénératives, donc c'est pas vraiment l'âge. Déjà les troubles de la personnalité, donc ça commence à se manifester déjà à cet âge. Donc la plupart des troubles qu'on peut observer chez les adultes, on peut les observer chez les grands adolescents. Donc le dépistage, c'est quelque chose de très important. Donc comme j'ai dit, les pédiatres sont euh, les, les premiers en contact avec les adolescents. Donc soit ils viennent consulter pour des plaintes somatiques ou pour des contrôles ou pour des manifestations d'ordre comportemental, psychologique. Donc parfois il suffit juste de quelques questions de sondage pour permettre de voir s'il y a des choses suspectes sur le plan de la santé mentale. Bien sûr, c'est important pour les adolescents de les voir seuls. Donc peut-être à un moment de la consultation, demander aux parents de sortir et voir l'enfant pendant quelques minutes, parce que bien sûr, devant les parents, il y a beaucoup d'adolescents qui ne vont pas répondre, et parce que c'est des sujets qui sont sensibles, et parfois c'est lorsque l'adolescent est tout seul qu'il arrive à se confier et à rapporter des choses. Et le plus souvent, les parents ne sont pas au courant. Par exemple, il y a beaucoup d'adolescents qui font des automutilations ou bien qui ont déjà fait des tentatives de suicide et les parents ils ne sont pas au courant. Ou bien qui consomment des substances, les parents ne sont pas au courant et ainsi de suite. Donc, en fonction de la gravité de la symptomatologie, du tableau clinique, du retentissement, donc soit dans les formes légères, lorsque c'est des problèmes mineurs, une psychoéducation, des explications pour l'adolescent, pour ses parents, des conseils, des contrôles, ça peut être suffisant. Dans les formes un peu plus avancées, euh, peut-être l'avis d'un pédopsychiatre peut être justifié, donc pour consolider un diagnostic ou pour donner un avis sur le diagnostic ou bien sur le traitement. Et le suivi, il est assuré par le pédiatre dans ce cas-là. Mais dans les formes sévères, bien sûr, il faut une orientation vers une consultation de pédopsychiatrie et bien sûr avec un suivi en parallèle parce que le pédiatre, il reste toujours le médecin référent de l'adolescent et donc un suivi en parallèle. Donc en fonction de la sévérité, la prise en charge va différer. Le plus souvent, c'est des prises en charge qui sont basées sur les conseils, sur l'éducation par rapport aux problèmes, des changements au niveau de l'hygiène de vie. Parfois, c'est une psychothérapie. Et dans certains cas, bien sûr, on peut avoir besoin de traitements médicamenteux. Et dans certains cas extrêmes, bien sûr, ça peut être des hospitalisations. Donc, je profite de cette présentation pour faire la publicité pour le centre de l'Agdal pour adolescents. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc, c'est un centre qui est là depuis très longtemps. Il dépend du CHU et du service de pédopsychiatrie. Donc, c'est un centre qui se trouve à Agdal. C'est avenue de France. C'est un appartement. Ça ressemble à un cabinet privé, mais les consultations sont gratuites pour le moment. Ça risque de changer. Donc, c'est un centre qui est là depuis presque 30 ans. Et, malheureusement, il n'est pas très connu. Et donc, mais il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. Et donc, même lorsqu'ils sont face à des adolescents qui présentent des problèmes, ils n'orientent pas vers ce centre. Donc, ce centre a été mis en place exprès pour que ce soit loin de l'hôpital psychiatrique parce qu'il y a beaucoup d'adolescents qui sont réticents à aller en psychiatrie parce que lorsque le pédiatre leur dit je vais vous orienter vers un psychiatre, ils se disent je ne suis pas fou. Et donc là,
C'est pour un petit peu déstigmatiser les choses et pour faciliter l'accès à ces soins. Et je vous remercie.